On s'attaque aujourd'hui à un monument, l'un des livres les plus sulfureux, les plus influents jamais écrits, Le Prince de Machiavel. Et attention, ici on oublie la philosophie un peu perchée. Non, c'est un guide pratique, brutalement honnête, qui nous explique comment gagner et surtout comment garder le pouvoir. Allez, on plonge dans ce manuel du pouvoir, version sans filtre. Alors, pour vraiment saisir ce livre, il faut d'abord comprendre qui était l'homme derrière. Nicolas Machiavel, ce n'était pas du tout un intellectuel dans sa tour d'ivoire. C'était un homme de terrain, un fonctionnaire, un diplomate en plein cœur de la Florence de la Renaissance. Et à l'époque, l'Italie, c'était un champ de bataille permanent. Des guerres, des trahisons, des régimes qui tombaient du jour au lendemain. C'est ce chaos ambiant qui a littéralement forgé sa pensée. Et ça nous amène à la question centrale de son livre, une question à la fois simple et terriblement brutale. Quand tout s'effondre, quand la morale traditionnelle ne veut plus rien dire et que la seule chose qui compte c'est la survie de l'État, eh bien, que doit faire un dirigeant? Comment on fait pour non seulement prendre le pouvoir, mais surtout, pour le garder? C'est vraiment ce casse-tête que Machiavel va essayer de résoudre pour nous. Bon, maintenant, il faut comprendre un truc essentiel. Le Prince, ce n'est pas de la philo abstraite, pas du tout. C'est un document hyper concret. En fait, imaginez une sorte de lettre de motivation pour un job de prince, ou un manuel d'instruction si on préfère. Ça a été écrit dans un but bien précis. Alors on est en 1513. Et pour Machiavel, c'est la Bérésina. Il a tout perdu, son job, son influence, il est carrément en exil. Et c'est là, au fond du trou, qu'il écrit ce livre. Pas pour la gloire, non, mais comme une sorte de plan d'action désespéré. Son objectif, c'était quoi? C'était de le filer à un nouveau prince, un certain Laurent de Médicis, en espérant qu'il s'en sert pour bouter les envahisseurs hors d'Italie et enfin unifier ce pays qui partait dans tous les sens. C'était un cri du cœur, un appel au réalisme total. Ok, pour commencer, Machiavel pose les bases. Il met de côté les républiques, ça ne l'intéresse pas ici. Il se concentre sur ce qu'il appelle les principautés, c'est-à-dire les États qui sont dirigés par un seul chef. Et il nous dit tout de suite, attention, le jeu du pouvoir n'est pas du tout le même selon le type de principauté. D'un côté, on a les États héréditaires. Ça, c'est la version facile. Le pouvoir se transmet de père en fils, il suffit de ne pas trop bousculer les vieilles habitudes, et ça roule. La stabilité est quasi garantie. Mais là où ça devient intéressant, le vrai défi qui fascine Machiavel, ce sont les principautés nouvelles, celles qu'on vient de conquérir. Et c'est là précisément que son manuel devient absolument crucial. Alors, comment on fait pour passer de simple citoyen à prince? Machiavel, en bon stratège, nous dessine 3 chemins possibles, 3 grandes manières de conquérir un État. Le premier chemin, c'est celui du talent personnel, ce que Machiavel appelle la vertu. C'est un mélange d'habileté, de cran, de vision. Ensuite, il y a la fortune. Là, c'est la chance pure, le coup de bol ou le coup de pouce d'alliés puissants. Et enfin, la troisième voie, la plus sombre, on va dire, le crime, la violence brute. Prendre le pouvoir par sa propre vertu, par son talent, c'est la voie royale, la plus admirable, mais c'est aussi la plus dure. C'est le chemin de figures comme Moïse ou Cyrus. Il ne s'agit pas juste de gagner une bataille, il s'agit de construire un monde nouveau. Et ça, c'est une lutte de tous les instants, parce qu'il faut se battre contre tous ceux qui étaient bien contents avec l'ancien système. Mais si on y arrive, la récompense est énorme. Le pouvoir qu'on obtient est le plus solide qui soit. Et Machiavel résume cette idée par une phrase qui claque. Tous les prophètes armés ont vaincu, et les désarmés ont été détruits. C'est cash. Pour lui, avoir une vision, du talent, c'est bien, mais ça ne sert à rien sans la force pour l'imposer. Un leader doit être capable de forcer la main quand les belles paroles ne suffisent plus. Sinon, sa grande vision, ça reste juste un joli rêve. À l'opposé total, on trouve ceux qui deviennent princes grâce à la fortune. Un coup de chance, un protecteur puissant, et hop, les voilà au sommet. L'ascension est super rapide, presque sans effort. Le problème? Leur trône, c'est un château de sable. Leur pouvoir ne vient pas d'eux. Il dépend entièrement du bon vouloir de ceux qui les ont placés là. Et ça, c'est fragile. Et l'exemple parfait de ce duo talent/chance, c'est César Borgia. Machiavel était complètement fasciné par ce type. Au départ, il obtient le pouvoir grâce à la fortune. Son père, c'est le pape. Mais ensuite, il a fait preuve d'une vertu et d'une cruauté incroyable pour que ce pouvoir devienne le sien. Il a liquidé ses rivaux, monté sa propre armée, bref, il a fait tout ce qu'il fallait. Il a coché toutes les cases du manuel. Et pourtant, à la fin, la fortune s'est retournée contre lui. Le coup de malchance absolu, il tombe gravement malade pile au moment où son père meurt. Tout s'écroule. Comme quoi, la fortune donne, mais la fortune reprend. Reste la troisième voie. La plus moche, disons-le. Celle où on arrive au pouvoir en massacrant ses concitoyens, en trahissant ses amis. Et là, Machiavel, fidèle à lui-même, ne porte pas de jugement moral. Il analyse ça froidement, cliniquement. Et il fait une distinction hyper importante, qu'on oublie souvent. Oui, ces méthodes peuvent donner le pouvoir, mais elles ne donneront jamais la gloire. Pour illustrer ça, il compare 2 tyrans. D'un côté, Agathoclès. Il commet un massacre horrible au début, mais après, il utilise son talent pour bien gouverner et défendre sa ville. De l'autre, un certain Oliver Otto. Il fait pareil, la même brutalité, mais sans aucune vision derrière. La leçon de Machiavel est limpide. La cruauté
Ce n'est pas un but, c'est un outil. Et comme n'importe quel outil, il faut savoir s'en servir intelligemment. Ok, prendre le pouvoir, c'est une chose, mais le garder, ah ça c'est un autre sport, bien plus compliqué. Alors voyons un peu les règles du jeu selon Machiavel pour s'assurer de ne pas se faire éjecter du trône. Et là, on aborde un de ces concepts les plus choquants. L'usage, disons, chirurgical de la cruauté. Pour Machiavel, il y a les cruautés bien employées. C'est un peu comme arracher un pansement. Ça doit être fait d'un coup, au tout début, pour sécuriser le pouvoir. Un choc bref, intense. Et puis, c'est fini. Une fois l'ordre rétabli, le prince arrête tout et commence à distribuer les bienfaits pour que les gens oublient la violence du début. La logique derrière ça est absolument glaciale. Elle est résumée dans cette phrase terrible. Les hommes doivent être ou caressés ou écrasés. Pourquoi ? Parce qu'un ennemi juste un peu blessé, il cherchera toujours à se venger. Un ennemi complètement anéanti, lui, il ne peut plus rien faire. C'est ça le pragmatisme de Machiavel. Si on doit faire du mal, autant le faire si bien qu'on n'a plus à s'inquiéter des conséquences. Mais toutes ces stratégies, tous ces conseils, ça ne vaut rien sans des fondations solides. Et pour Machiavel, la fondation de n'importe quel État, le pilier central, c'est l'armée. Et là-dessus, il est intraitable. Il n'y a pas de discussion possible. Un prince ne doit faire confiance qu'à sa propre armée. Son raisonnement est une logique implacable. Les mercenaires, oubliés. Ils sont inutiles et dangereux. Ils se battent pour le fric, pas pour la cause. Les troupes prêtées par un allié, c'est encore pire. Si elles gagnent, c'est le prince qui devient leur prisonnier. Et si elles perdent, eh bien, c'est lui qui est ruiné. Non, pour Machiavel, il n'y a qu'une seule solution qui tienne la route. Une armée composée de ses propres citoyens, des gens qui se battent pour défendre leur propre pays. Ok, mais au-delà des stratégies, des armées, des complots, tout ça repose sur un état d'esprit bien particulier, une façon de voir le monde qui définit ce qu'on appelle aujourd'hui l'esprit machiavélique. On nous apprend depuis tout petit qu'un bon dirigeant doit être bon, juste, fidèle, clément. Machiavel, lui, il entend ça et il lève les yeux au ciel. Pour lui, c'est la recette parfaite pour se faire renverser. Le truc, dit-il, c'est de paraître avoir toutes ces belles qualités. C'est super important pour l'image. Mais en privé, dans les coulisses du pouvoir, il faut être prêt à l'être tout le contraire. Cruel, menteur, sans pitié, si la survie de l'État en dépend. Il faut savoir mettre la morale de côté quand c'est nécessaire. Et là, on touche vraiment au cœur du réacteur, à ce qui a rendu Machiavel si célèbre et si controversé. La règle numéro 1, le but ultime, ce n'est pas le salut de l'âme du dirigeant, non. C'est la survie et la stabilité de l'État. C'est la seule et unique chose qui compte. Et pour y arriver, des actions qui, en temps normal, seraient condamnables, deviennent non seulement acceptables, mais carrément nécessaires. Aujourd'hui, 500 ans plus tard, le mot machiavélique, c'est presque devenu une insulte. Ça veut dire cynique, manipulateur. Mais quand on regarde de plus près toutes ces règles, on est bien obligé de se poser la question, est-ce que cette vision froide et brutale du pouvoir a vraiment pris une ride, ou est-ce que Machiavel a simplement eu le courage d'écrire tout haut ce que les puissants de ce monde ont toujours fait tout bas ? À méditer.